On connaît tous les commémorations liées aux graves conséquences des deux grandes guerres. Pour la plupart d'entre nous, ces moments servent à célébrer la mémoire de deux types de profils en particulier, les soldats morts au front et les juifs décimés. Mais les commémorations englobent bien plus de catégories de victimes. Parmi celles-ci, il en est une dont on parle moins en France, c'est la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme, qui est pourtant devenue aujourd'hui un phénomène mondial. Régis Schlagdenhofen est sociologue et maître de conférences à l'EHESS et occupe la chaire de socio-histoire des catégories sexuelles. Il a rédigé en 2016 un article dans la revue Socio sur la question des commémorations homosexuelles. C'est cette recherche que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bienvenue dans Avis de recherche. Et je m'excuse par avance pour tous les noms que je vais écorcher avec mon accent aujourd'hui. Le chercheur explique que ce sujet permet de montrer comment un groupe social originellement stigmatisé parvient peu à peu et dans un temps relativement court à changer le regard de la société à son égard. En effet, même si on est loin d'avoir tout réglé en ce qui concerne l'homophobie aujourd'hui, les homosexuels sont passés d'un statut de criminels devant la loi et la morale à celui d'être autorisés à rendre publiquement hommage aux victimes de leur groupe. Et oui, en Allemagne et en Autriche, depuis 1871, le code pénal condamnait les relations dites contre nature. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis, les répressions contre les homosexuels se sont intensifiées. En 1935, le code pénal allemand condamnait désormais les actes sexuels entre les hommes. Et l'année suivante, on fondait à Berlin la centrale du Reich pour la lutte contre l'homosexualité et l'avortement. À partir de 1937, lorsqu'un homosexuel était condamné à une peine de prison, il était systématiquement déporté en camp de concentration après avoir purgé sa peine. On a estimé à plus de 50 000 hommes condamnés en Allemagne entre 1933 et 1945, et entre 5 000 et 10 000 déportés pour la même période. En revanche, ces dispositions n'ont que peu touché les pays annexés, à l'exception des Pays-Bas et de l'Alsace. C'est peut-être parce que la globalité de la France n'a pas été touchée qu'on en parle moins. Il s'ensuit alors 4 phases de structuration du mouvement. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a une succession de publications d'articles qui font du bruit. Les organisations homosexuelles qui avaient été démantelées depuis 1939 se reconstituent et réussissent à faire passer la question de la mémoire homosexuelle comme un problème public. L'une des plus actives, le Coq néerlandais, édite à nouveau sa revue et en première page du numéro de mai 1946, publie un texte intitulé « Les victimes et les boucs émissaires ». Un texte qui rend hommage aux victimes homosexuelles du fascisme. Certes, l'article présente quelques erreurs, comme le fait qu'il avance qu'il y a autant d'homosexuels que de juifs qui ont été assassinés dans les camps de concentration, mais ceci n'est que le témoignage d'une époque fraîchement sortie de la guerre, où l'ampleur du génocide est encore très mal connue et les recherches encore trop inexistantes. En revanche, c'est un article structurant pour la commémoration homosexuelle. Il fait appel à la notion de martyr au même titre que les organisations résistantes et juives, à une époque où la figure de la victime ne suscitait pas encore autant d'émotions qu'aujourd'hui. Il fait aussi abstraction des frontières et entend ainsi globaliser le mouvement. Enfin, il donne un sens politique au sacrifice des homosexuels et pousse les héritiers de ces revendications à lutter pour l'obtention du droit de vivre. 5 ans plus tard, le Coq publie à nouveau un article qui évoque cette fois le triangle rose que l'on faisait porter aux homosexuels dans les camps, tout comme les juifs avaient une étoile jaune, et insiste sur les morts en martyrs, pour lequel un devoir de mémoire s'impose afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Mais on sait encore trop peu de choses sur les conditions de vie des homosexuels dans les camps de concentration. Ce n'est qu'en 1954 que l'on publie le premier témoignage d'un homosexuel déporté pour cette raison. Cela dans la revue Humanitas. Un deuxième est publié en 1958 dans la revue Die Runde et qui souligne pour la première fois l'exclusion des homosexuels des procédures de dédommagement et de reconnaissance. C'est enfin en 1961 que l'idée d'un monument commémoratif est enfin formulée, dans l'article de Jeff Last intitulé « Un monument pour l'homo inconnu ». On peut voir ici 2 directions importantes. D'abord l'analogie avec le modèle commémoratif de la Shoah, ensuite les prémices du mouvement de libération gay et lesbien. La deuxième phase se caractérise par l'arrivée sur le devant de la scène des groupes de libération homosexuelle, au début des années 1970. Ils adoptent le triangle rose et dénoncent publiquement l'exclusion des homosexuels de la commémoration publique. Ceci est notamment impulsé par la publication en 1972 du témoignage de Heinz Heger, Les hommes au triangle rose, qui marque un tournant dans la structuration de la commémoration homosexuelle, peu de temps après que les deux Allemagnes ont abrogé leurs codes pénaux respectifs condamnant les relations homosexuelles. On a donc une stratégie de visibilité par la réappropriation d'un symbole d'abord oppresseur, ce qui d'ailleurs ne fait pas l'unanimité dans la communauté homosexuelle, mais le triangle rose est largement arboré.
C'est par exemple le cas à New York en août 1974, lors d'une manifestation en faveur d'une loi contre la discrimination des gays et des lesbiennes. L'idée est de montrer que les homosexuels, tout comme les juifs, ont été victimes des nazis. À partir de 1977, on retrouve aussi le symbole dans les Gay Pride, organisés tous les ans depuis 1970. Ainsi, avant que ce symbole ne soit supplanté par l'arc-en-ciel, il est arboré publiquement en Amérique du Nord comme en Europe occidentale, comme un reminder de l'oppression subie par les gays et les lesbiennes. La troisième phase débute dans les années 1980, marquée par l'épidémie du sida. On entre alors dans l'ère de la commémoration physique, et plus seulement dans les revendications papier ou symboliques. Elle existe un peu avant, déjà dans les années 1970. Dans plusieurs endroits du monde, des gays et des lesbiennes tentent de participer aux commémorations publiques de la Seconde Guerre mondiale, en portant une gerbe dédiée aux victimes homosexuelles, mais ils sont souvent arrêtés de force et rejetés de l'événement. Leur but était bien sûr de dénoncer la non-reconnaissance de ces victimes. Ils pointent du doigt l'histoire officielle et instaurent leur mouvement comme international, posant les persécutions nazies comme un moment historique fondamental de l'histoire des communautés homosexuelles. Comme on l'a vu, le triangle rose a inscrit les homosexuels dans un culte victimaire qui est renforcé par l'apparition du sida. Émergent alors de nouvelles formes de mobilisation et manières de faire mémoire d'une épidémie qui a beaucoup touché la communauté à ses débuts. Parallèlement, le déni de la qualité de victime aux homosexuels est confirmé par les autorités. Comme à Paris en 1994, où le secrétaire de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes considère que toute commémoration est impossible car les homosexuels sont des rejetés de la société. Peu à peu, les militants parviennent à faire reconnaître leurs besoins de commémoration et font ériger des mémoriaux en souvenir des victimes homosexuelles. Ces mémoriaux ont aussi une visée éducative. Le premier est impulsé à nouveau par le Coq à Amsterdam, et après un concours, c'est l'artiste Karin Dan qui inaugure son œuvre en 1987, composée de 3 triangles géants. Pour en savoir plus sur son travail, je vous invite à consulter l'article qui décrit le monument et explique bien sa symbolique. On entre donc dans la 4e phase, au tournant du 21e siècle. Elle tend vers une normalisation des formes de vie homosexuelles avec une stratégie éducative. Ainsi, si le monument d'Amsterdam a été érigé par une organisation militante, à Berlin, c'est l'État fédéral allemand qui prend en charge la procédure. C'est une étape importante pour les Allemands, il s'agissait de faire reconnaître les homosexuels comme des victimes, alors que jusqu'en 1969, ils étaient considérés comme des criminels. Il s'ensuit de nombreuses étapes que je vous invite à retrouver dans l'article, et en 2000, un projet de loi est accepté qui, je cite, soutient les initiatives mémorielles en lien avec la persécution nazie des homosexuels ainsi que leur commémoration publique. C'est officiel, les homosexuels accèdent enfin à la catégorie de victimes du nazisme. En 2000, donc il y a 17 ans. Et 55 ans après la guerre. Mais il reste encore des obstacles car l'Union chrétienne démocrate allemande s'oppose au projet commémoratif et on ne parvient pas à trouver un accord parlementaire. Finalement, un projet de loi proposé par le gouvernement est adopté en 2003 et concède un terrain en face du monument en souvenir des victimes juives de l'Holocauste. Un terrain qui a donc pour but de construire un monument fédéral commémoratif en souvenir des victimes homosexuelles du nazisme. C'est en 2008 que le projet du duo d'artistes Michael Elmgreen et Ingar Draxet est mené à bien. Il s'agit d'un cénotaphe en béton brut de 3,6 mètres de haut, présentant une vidéo que l'on voit à travers une petite lucarne où l'on peut voir 2 hommes s'embrassant sans fin. Cela brise ainsi un tabou et favorise le respect à l'égard des gays et lesbiennes. Les réactions sont diverses, car la forme du monument évoque bien sûr celle du champ de stèles qui se trouve en face, qui commémore les victimes juives de l'Holocauste. On y a vu une appropriation de la Shoah par la communauté homosexuelle, ou encore une critique du mémorial à l'Holocauste. Bref, la question est encore extrêmement sensible. Ce mémorial est en tout cas un témoin fort de la progressive prise en compte de l'orientation sexuelle par le politique, et il montre aussi cette dimension pédagogique des modes d'action des militants qui aujourd'hui souhaitent atteindre le respect des gays et des lesbiennes. Ainsi, tout comme la dépénalisation des relations homosexuelles, la reconnaissance des couples de même sexe ou celle des familles homosexuelles, la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme fait partie des revendications qui ont permis au mouvement homosexuel de se rassembler et de s'organiser. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'article qui est en ligne, je vous mets le lien dans la description. Il est bien sûr beaucoup plus détaillé que ce que je viens de vous exposer. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas non plus à nous écrire au mail qui se trouve aussi dans la description. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche. Dans la revue Die Runde, pas dire ça.